Bonjour Monsieur Jimmy Nolte, bienvenue dans cette capsule vidéo pour la présentation de mon projet. Je m'appelle Mokhtar Daffé, étudiant en baccalauréat en informatique. Je suis au premier cycle. Dans ce projet de session, nous avons développé une application de gestion de commandes et de paiement en ligne à l'aide de Flask. La première version du projet, développée en début de session, utilisait SQLite comme base de données locale. Cette version permettait déjà de consulter la liste des produits, passer une commande avec email, adresse et province, calculer automatiquement les taxes des frais de livraison et soumettre un paiement via une API externe. Là, présentement, vous voyez l'évolution de notre projet. Je vous montre juste le paiement débit. Ça, c'est la base de données SQLite qui se crée automatiquement lorsque nous lançons l'application pour la première fois. Nous allons aller dans le terminal. Je vais lancer l'application. L'application est en marche. Elle nous envoie une URL sur laquelle on va cliquer. Elle va automatiquement nous afficher la page d'accueil de notre application sur le navigateur. Et voilà à quoi ça ressemble notre application en ligne. Je vais maintenant essayer de tester les commandes que j'avais mis dans mon README. Regardez là, pour récupérer la liste des produits, je copie cette commande. Je vais dans Postman, puis que l'application, je l'ai lancée, elle est en route. Je fais ça, je fais Send. Et voilà, nous avons 200. Ok, cela veut dire que ça marche. Ça récupère bien la liste des produits depuis une API externe. On ne pourra pas tout tester. Je vais juste vous montrer la capture d'écran de ce que j'avais eu à faire, des tests que j'avais eu à faire, à savoir pour le paiement, la mise à jour, la création de commandes, la récupération de la liste des produits. Vous voyez, tout a été passé avec succès. Ça, c'était la première partie de notre projet. L'objectif était de poser les bases de l'application locale tout en respectant l'architecture REST. Dans la deuxième partie du projet, justement, nous avons fait évoluer notre application vers une architecture plus robuste et plus professionnelle. D'abord, nous avons remplacé la base de données SQLite par PostgreSQL, ce qui permet une meilleure gestion des données à grande échelle. Ensuite, nous avons intégré Redis pour la mise en cache des commandes et RQ pour exécuter des paiements en arrière-plan de manière asynchrone. L'application est maintenant totalement containerisée grâce à Docker, ce qui facilite grandement le déploiement. Enfin, nous avons aussi ajouté une interface HTML conviviale pour passer une commande, effectuer un paiement et vérifier le statut d'une commande de manière simple et visuelle. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne cette application améliorée. Voici l'arborescence de notre projet. Alors, chaque dossier ou fichier joue un rôle spécifique que je vais expliquer. Nous allons commencer par app.py. App.py qui est le fichier principal, c'est le point d'entrée de notre application Flask. Nous avons aussi les fichiers de configuration du Docker, c'est-à-dire le Docker Compose YAML et le Dockerfile qui nous permettent de containeriser notre application. Nous avons aussi le models.py qui contient les modèles Project et Order. Nous avons aussi Task qui contient une tâche asynchrone qui envoie des informations des cartes de crédit à une API externe de paiement. Elle est exécutée en arrière-plan via RQ. Nous avons aussi database qui permet d'initialiser notre base de données vers PostgreSQL. Nous avons justement aussi route.py, j'allais oublier. Route.py, c'est l'un des fichiers les plus importants de notre projet. Il contient toutes les routes de l'application, aussi bien que pour le front-end HTML ou que pour l'API REST. C'est ici que sont traitées les commandes, les paiements et la redirection entre les pages. Nous allons aussi toucher le dossier template. Le dossier template regage en son sein tous les fichiers HTML de l'interface utilisateur, c'est-à-dire l'accueil, la commande, le paiement et les statuts. Nous avons le dossier statique qui permet de faire la mise en forme de nos pages. Le projet utilise Docker Compose pour démarrer tous les services. Il utilise un conteneur pour l'application Flask, un conteneur pour PostgreSQL, un conteneur pour Redis et un conteneur pour le worker RQ. On va lancer le tout avec la commande dans le terminal Docker Compose up build. Avec cette commande, je dis à Docker
lance-moi tous les services qui sont définis dans ton fichier Docker ou Compose YML. On va faire cela en appuyant sur Entrée. On les laisse travailler. Puis voilà, il nous envoie une URL sur laquelle on va retrouver notre application. Mais on va faire après, parce que là maintenant, c'est pas notre souci du moment. On va essayer de vérifier que tous les conteneurs sont bien en fonctionnement avec la commande docker ps. Je vais appuyer sur notre terminal. Je vais appuyer docker ps, puis j'appuie sur Entrée. Ici, on peut bien voir que le PostgreSQL, Redis, le Worker et le Web, ils sont tous en marche depuis 22 secondes. Ce qui veut dire que tous nos conteneurs sont bien en marche. Alors pour la suite, on va directement accéder à notre page d'accueil grâce à cette URL qui a été générée ici. Bien, je vais cliquer là-dessus. Et voilà, voilà notre page d'accueil. J'avoue que le front-end, je m'excuse, est minimaliste. Mais bon, c'était pas trop notre souci. Bien, et je pense que c'est quand même bien fonctionnel, c'est bien affiché. On y voit bien clairement le nom des produits, le prix, avec le petit bouton en bas qui nous permet de passer la commande qu'on fera plus tard. Il y a aussi le petit bouton que j'ai mis en haut là, c'est pour vérifier le statut d'une commande, justement comme c'est écrit, mais ça vérifie uniquement le statut d'une commande qui est existante. Voilà ce à quoi ressemble notre page d'accueil. Alors pour tester toute la fonctionnalité de notre projet, on va essayer de passer une commande et voir comment ça se passe. Alors on va essayer de choisir un produit au hasard, puis on va choisir ça. Lorsque j'appuie sur le bouton commander ce produit, et voilà, il nous affiche un petit formulaire à remplir, savoir sur la quantité qu'on veut commander, notre adresse courriel, notre adresse de livraison et la province. Alors on va choisir au hasard, on va mettre 6 là, je mets 6 par exemple, je mets mdg.com, ça c'est juste pour tester. On va choisir par exemple 45 rue Garnier. Et voilà, on va faire ça. Lorsque je vais appuyer sur ce bouton là, après la soumission, une commande est créée dans la base de données avec un identifiant unique. C'est ça, avec cet identifiant là, on pourra effectivement vérifier le statut de cette commande. Alors, les données, les taxes et les frais de livraison sont calculés automatiquement selon la province et le poids. J'appuie, une commande est automatiquement créée avec les informations et tout à calculer. Alors, nous allons essayer de procéder au paiement d'une commande, la commande qu'on vient juste de passer là. Alors, nous voyons bien sur cette page là, il nous montre un petit bouton c'est une redirection qui va nous envoyer vers une page qui va nous demander nos informations bancaires afin de payer la commande. Mais on remarque bien que le statut de la commande, elle est non payée encore. Bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bien, j'avais dit au départ que lorsque nous passons une commande, la commande est directement enregistrée dans notre base de données avec disons, un identifiant unique. Alors, à travers cet identifiant, je peux toujours accéder à la commande à tout moment, à n'importe quel moment. Je peux la payer après, je peux la payer maintenant, à n'importe quel moment que je veux la payer. Alors, en tout cas, il n'est juste pas possible de payer la commande 2 fois. Ça, c'est bien marqué dans le projet. Alors, je vais juste essayer de revenir à la boutique. Je mets vérifier le statut d'une commande. Je mets le numéro, par exemple, le numéro de cette commande, c'était 4. J'appuie. Et puis voilà, il nous envoie effectivement la commande en question. Puis maintenant, je vais essayer de procéder au paiement. J'appuie sur le bouton procéder au paiement et nous avons effectivement le formulaire à remplir. Alors, je vais essayer de remplir ce formulaire. Bon, on va essayer de... Bon, j'avais copié préalablement le numéro d'une carte. De la carte donnée dans le devoir. On va essayer de mettre le mois d'expiration. Je mets 9 par exemple. L'année d'expiration, je mets 2027. Et le numéro CVV, je mets 1, 2, 3. Voilà. Et lorsque je vais appuyer sur ce bouton, la commande va être payée et on va nous afficher effectivement un message de confirmation. Non, jamais. Et bien voilà. Et voilà ce que je disais.
Et on nous envoie effectivement un message de confirmation qui nous dit que ouais, merci, paiement effectué avec succès, merci pour votre commande. Bien, on peut aller retourner à la caisse. Donc on va essayer d'accéder au statut de la commande. C'était 4, bien effectivement, on va appuyer 4. Et voilà, vous voyez maintenant, il n'y a plus de bouton payer maintenant. C'est plus possible de faire encore un nouveau paiement à travers cette même commande. Alors, je voulais juste vous montrer l'observation du fonctionnement de notre backend. Voilà tout ce qui se passait pendant que je naviguais sur notre page web et je faisais des actions sur notre page web. Voilà ce qui se passait en arrière. Voilà le web. Nous avons aussi le worker qui a récupéré des informations justement lorsque j'ai enregistré mes données sur 2 cartes bancaires. Voilà, justement, ils sont là, ils ont été reçus, on dit le paiement reçu pour commande 4. Et voilà, tout était là, tout a bien marché. Nous avons le worker en marche, la database, nous avons le Redis qui a accepté aussi les informations de paiement. Et voilà, tout était marqué succès. On va maintenant parler d'éventuelles améliorations qu'on pourrait apporter à ce projet. Alors déjà, je vais parler en 1 de l'historique des commandes. Pour le moment, l'application ne permet pas encore d'utiliser aux utilisateurs de voir l'historique de toutes les commandes. Une amélioration serait de lier chaque commande à un identifiant client ou compte client avec une authentification simple. Nous avons une deuxième amélioration, peut-être la suppression ou la modification des commandes. Alors pour le moment, une fois la commande passée, elle ne peut pas être modifiée ni annulée. Nous avons en troisième amélioration, peut-être un design plus responsive. L'interface fonctionne bien sur ordinateur mais n'est pas encore totalement optimisée pour les petits écrans comme les téléphones. Voilà, c'était ce que moi je pouvais ajouter. Voilà qui conclut la démonstration de mon projet de session. Dans cette deuxième partie, j'ai intégré PostgreSQL, Redis pour le cache et RQ pour exécuter les paiements en arrière-plan. J'ai essayé de mettre en place une interface utilisateur claire qui permet de commander un produit, suivre le statut de la commande et effectuer le paiement. Ce projet m'a permis de mieux comprendre les interactions entre une API Flask, une base de données relationnelle, les fils de tâches et le fonctionnement des containers Docker. Merci d'avoir visionné cette capsule vidéo. N'hésitez pas à consulter les 2 posts sur GitHub pour pouvoir voir l'intégralité du code source. Vous y avez été ajouté comme collaborateur. Alors, j'espère que vous avez aimé et à plus tard. Merci, à la prochaine.